Nous allons faire un voyage ce matin, voyage dans la forêt, dans la littérature, dans le temps aussi. Nous allons croiser des visages, en particulier celui de l'écrivain Blaise Cendrars, mais pas seulement. Bonsoir François Sureau. Bonsoir. Bonjour. Bonjour François Sureau, c'est presque à une nuit de lecture que vous nous invitez avec votre Parfait. livre. Alors je vais allumer ma pipe dans le studio en souvenir de Jean Lebrun et de ses matinales. Vous Ah, voyez, la donc. pipe de Jean Lebrun, ça je pense que les auditeurs de France Culture la Voilà. connaissent bien. François Sureau, écrivain, avocat, académicien, lecteur amoureux. Votre nouveau livre s'intitule « Un an dans la forêt ». Il paraît chez Gallimard. Et comme souvent dans vos livres, il y a un sujet principal, mais le sujet en fait est prétexte à bien des voyages. Cette fois, le sujet c'est Blaise Cendrars, l'auteur de la prose du Transsibérien, de l'homme foudroyé, ou plutôt un moment de la vie de Blaise Cendrars, sa rencontre et sa relation avec une aventurière, Elisabeth Prévost, leur vie commune dans les Ardennes pendant quelques mois, à la fin des années 30. On va en parler. Mais votre livre, et je voudrais commencer par là, nous emmène d'abord en forêt, François Sureau. La forêt que vous aimez, et depuis très longtemps, et que vous décrivez dès le début du livre, c'est déjà un voyage. Je vous en propose un extrait, puis on va en parler dans un instant. Donc ça, c'est au tout début de ce nouveau livre, Un an dans la forêt. J'ai voyagé toute une année dans la forêt des Ardennes. L'hiver, on n'entend pas d'autre bruit que le craquement des branches mortes ou celui des plaques de neige qui s'effondrent et, glissant par paliers du plus haut des sapins presque noirs, se dispersent en fontaines blanches et glacées. On dirait un papier de soie qu'on déchire. Pour le regard, c'est une photographie d'autrefois qui s'anime l'espace d'un instant. Les sons étouffés remontent les vallons, recouverts, quand le temps est humide, par le roulement des camions sur une départementale et, à intervalles irréguliers, par le cri aigre et violent d'une scierie. Mais rien ne rappelle vraiment l'autre monde où la vie a ses règles et ses usages et les bruits mécaniques eux-mêmes sont vite absorbés et comme recomposés dans l'atanor de la forêt. Cette forêt, on ne l'aborde pas à la dérobée, mais de face. C'est une immense ligne sombre couronnant une colline, fuyant vers l'horizon, et au pied de laquelle les villages en contrebas ressemblent à la terre que le navigateur perd des yeux. Quand avez-vous découvert cette forêt des Ardennes, François J'ai Sureau ? découvert en faisant mon service militaire. Alors j'étais affecté dans les Ardennes comme soldat, et alors j'étais parti avec en tête des souvenirs, vous savez, un peu cucu patriotiques, se déroulaient les répures, la route est large, le clairon sonne la charge, les oies s'en vont chantant, et là-bas, dans la colline, dans la forêt qu'on devine, l'ennemi les attend. Voilà, c'est assez pittoresque, bon. Mais ce que j'ai trouvé dans la forêt, c'était pas du tout l'ennemi, au contraire. C'est-à-dire qu'en réalité, je pense qu'il y a des endroits géographiques, pour les esprits, pour les différents esprits, il y a différents endroits géographiques qui sont des fabriques de la liberté intérieure et aussi des lieux où l'on dispense du réconfort. Alors pour beaucoup d'entre nous, c'est la mer, par exemple. Éloge de la liberté des mers. La mer du voyage, la mer de la liberté, c'est la mer de Jean-François Degnaud, enfin voilà, la mer. Et pour moi, c'est la forêt, assez curieusement. C'est-à-dire que la forêt est l'endroit où on échappe à l'imposture du monde, où la relation avec le monde naturel se passe selon des échanges assez mystérieux, assez proches, immédiats, renouvelés de 100 mètres en 100 mètres, au gré des espèces, des arbres, des animaux différents qu'on peut y voir. Et donc pour moi, la forêt est vraiment la fabrique de la liberté intérieure. C'est pour ça que, j'avais raconté ça une fois, mais pour moi, quand on voit l'affaire du petit Pousset, vous savez, quand il sème des cailloux pour sortir, moi je fais partie du petit Pousset qui sèmerait des cailloux pour rentrer à l'intérieur. Vous la racontez à l'envers, l'histoire du petit Pousset. Et la forêt ne vous fait pas peur ? Et la forêt ne me fait pas peur du tout, et même au contraire, je trouve que la forêt est comme la cabane de Hansi, comme même la cabane de Merlin l'Enchanteur dans le dessin animé de Walt Disney. La forêt est pour moi l'endroit où véritablement se refaire une âme complète. La forêt des Ardennes a beaucoup compté pour Blaise Cendrars. À quel moment de sa vie ? En 38, à la fin de sa vie, enfin à la fin de la première partie de sa vie, parce qu'il est mort dans les années 50. L'histoire est assez simple. En réalité, elle m'a fasciné parce que l'histoire est que Cendrars, qui est en 38,
relativement malheureux. Il va mal, hein. Il va mal, vous écrivez, il a pris tant de chemins qui ne mènent nulle part, il était loin dans la détresse et la solitude. Alors, ça c'est une question. Alors, donc il est là, il a une cinquantaine d'années, et un de ses amis lui présente une jeune femme exceptionnelle, dont je vais dire un mot, et qui est de 30 ans plus jeune que lui, et ils vont avoir une relation un peu inexplicable. Et ce qui m'a fasciné, c'est que c'est la rencontre de deux solitudes. Ce sont deux solitaires. D'abord, elle est quelqu'un de très solitaire. Elle, Elisabeth Prévost, était la fille d'un maître de forge des Ardennes. On est vraiment presque à la frontière belge. Presque à la frontière belge. Elle avait une maison là-bas où elle élevait des chevaux. Elle avait de l'argent. Elle avait traversé l'Afrique plusieurs fois. Était voir un de ses cousins qui exploitait une mine d'or dans le Tanganyika. Ensuite, elle a traversé l'Europe dans tous les sens. Tout ça seule, avec, comme on faisait à l'époque, avec des voitures, des porteurs. Enfin bon, c'est une époque quand même assez... C'est l'époque de la croisière jaune, c'est l'époque de Citroën. Donc c'était une personnalité tout à fait étonnante, très très beaux yeux de saphir, disent les... Voilà. Un peu androgyne, vous voyez, un peu masculine, et d'après les contemporains, très belle, incroyablement aventureuse, et Kessel disait d'elle, elle a plus voyagé que moi, ce qui quand même à l'époque était assez extraordinaire. Mais une solitaire. Pour sa première communion dans les Ardennes, son père lui a offert un fusil de chasse pour qu'elle puisse aller chasser le sanglier dans la forêt. Et elle est morte à la fin de sa vie à l'île d'Ouate, en 98, seule, après avoir réalisé seule d'ailleurs le tour du monde en cargo que Blaise Cendrars et elle, à l'époque, avaient rêvé de faire. Donc elle est une solitaire. Qu'est-ce qui les pousse l'un vers l'autre à ce moment-là, au-delà de cette solitude commun, si je puis dire? Eh bien, je pense que c'est pas un au-delà, parce qu'au fond, et c'est ça qui est assez fascinant, Cendrars aussi est un solitaire. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles c'est un écrivain publié en Pléiade, connu, et cité, La prose du Transsibérien. À l'époque, d'ailleurs, elle ne connaît pas son œuvre. Non, elle ne connaît pas son œuvre. Ce qui est assez incroyable. Mais personne ne la connaît. Le lecteur est maintenant dans la même situation qu'Elisabeth Prévost à l'époque, parce qu'on ne connaît pas bien son œuvre, en dehors de La prose du Transsibérien ou de Moravagine ou de quelques grands livres. Cendrars est quelqu'un qui a toujours été seul. Il est d'origine suisse. Il s'engage à la Légion. Il perd son bras à la ferme Navarra en 15. Il refuse de faire partie des anciens combattants. Il porte jamais sa croix de guerre une fois qu'il est démobilisé. Il est très futuriste, vous voyez, le livre avec Fernand Léger, La fin du monde filmé par l'Ange Notre-Dame. Et pourtant, il se sépare des dadas, il n'aime pas les surréalistes. Quand vient la guerre, il est anti-nazi, anti-allemand, tout ce qu'on veut. Il n'est protégé par personne. Bernanos a été soutenu par les dominicains. Sartre a été soutenu après la guerre par les communistes. Les surréalistes se soutenaient entre eux. Les écrivains voyageurs même se soutenaient entre eux. Cendrars est resté un homme seul. Et en 1938... cet homme seul et raisonnablement désespéré rencontre une jeune femme seule pour laquelle la solitude est une occasion de gaieté. Ces deux solitudes en commun et cette vie étonnante pendant quelques mois, vous écrivez, c'était l'abbaye de Thélème, comme chez Rabelais, une abbaye réglée par l'entraînement des chevaux, les conversations et la vodka le dimanche à l'église. Voilà, ça dure comme ça pendant quelques temps, jusqu'à une séparation brutale en 1939 avec le début de la guerre. Et ça, c'est le côté absolument... Il y a un côté tragique et triste là-dedans. En 1939, Cendrars voit venir la guerre, déteste l'Allemagne nazie, veut se réengager à la Légion étrangère qui ne veut pas de lui. Il a perdu un bras, il est faible, il part comme correspondant de guerre à l'armée britannique parce qu'il trouve le moyen de s'engager à l'armée britannique. Ils se quittent et ils vont simplement se revoir à Aix. Après la débâcle, Cendrars complètement dévasté par la débâcle, et après ils ne vont plus se revoir. Et ce qui est fou, c'est que je pense qu'ils ont eu l'un sur l'autre, et quelle qu'a été leur relation, une influence bénéfique qui est profondément réjouissante. C'est d'une certaine manière à cause d'elle, lui pour lequel le voyage avait toujours été tragique, qu'il a appris le côté bienfaisant du voyage immobile dans la forêt, qu'il a recommencé à écrire. Mais c'est ce que j'allais vous dire, c'est quand même un moment, un tournant très important pour lui. C'est un tournant très important pour lui, il reprend l'écriture, et jusque-là, le voyage avait été le voyage vers la guerre, le voyage vers le Brésil, un voyage presque désespéré, et pour la première fois, il fait une sorte de voyage immobile de Chartreux, comme ça, ou de Chartreux agnostique, bien entendu, mais un voyage immobile de Chartreux où il reprend goût à l'écriture, et elle, on ne sait trop ce qu'il a représenté pour elle, sauf qu'à la fin de sa vie, quand Monique Chefdor avait publié ses souvenirs, il se termine par cette phrase « Blaise Cendrars est l'homme qui de toute ma vie et pour toute ma vie a le plus marqué mon cœur et mon esprit ». L'écriture, pour Cendrars,
est un moment douloureux. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Je vais vous faire écouter une archive que Roxane Poulain a découverte pour les matins de France Culture. C'est un entretien donné juste après la Seconde Guerre mondiale. Vous allez voir, visiblement, l'écriture pour Sandrars, en tout cas c'est ce qu'il dit, n'était pas un plaisir. Écrire, c'est, pour nous autres, aujourd'hui, hélas, un gagne-pain. Et pas le plus drôle de tous, ni le plus adroit. Il y en a qui rapporteraient beaucoup plus. C'est donc un vice, c'est une mauvaise habitude. C'est pourquoi ça me dégoûte 9 fois sur 10. Je n'aime pas du tout écrire. Je ne suis pas le seul parmi les écrivains qui dit ça. Il paraît que Colette également se plaint toujours d'être obligée d'écrire. Et ça, c'est encore une chose que vous avez répétée souvent, mais enfin, si on considère le nombre d'ouvrages que vous avez publiés, on s'aperçoit tout de même qu'il y a un nombre considérable de volumes. Oui, il y en a une quarantaine, une cinquantaine, je ne sais pas, mais qui sont plutôt les produits de ma paresse que de mon activité. Par jamais j'ai été un monsieur qui écrit dans un cabinet tant d'heures par jour, etc. J'ai essayé de le faire ces dernières années pour rattraper le temps perdu durant l'occupation. Eh bien, au bout du 3e, du 4e, du 5e volume, je crois que j'en ai fait 5, j'en ai marre. Et je ne souhaite qu'une seule chose, c'est de m'arrêter de nouveau. Blaise Sandrars dans cet entretien avec Michel Manol, qu'on peut retrouver d'ailleurs sur un album édité par l'INA et Radio France, Blaise Sandrars en bourlinguant. François Sureau, est-ce qu'il faut le croire quand il dit que c'est pénible à ce point? Oui, il faut le croire, parce que je pense, je vais être naïf, mais je pense qu'il y a deux sortes d'écrivains en réalité. Il y a ceux qui, comment dire, qui veulent édifier une œuvre, vous voyez, avec cette espèce de grandiose naïveté de l'érection d'une œuvre, et qui veulent fabriquer une œuvre et pour lequel, d'une certaine manière, la vie est sacrifiée à l'art. Enfin, on connaît tous ces thèmes. Mais pour Sandrars, c'est tout à fait différent. Sandrars, il est comme Rimbaud, comme Thomas-Édouard Laurence, peut-être même comme Daniel Defoe ou comme Stevenson. C'est-à-dire, Sandrars est quelqu'un pour lequel, d'une certaine manière, l'écriture est comme le cardiographe de Marais, c'est-à-dire c'est l'instrument qui enregistre les mouvements du cœur battant, vous savez. Et c'est vraiment l'enregistrement des mouvements de la destinée pour essayer d'y comprendre quelque chose, pour essayer d'y voir clair. Et d'une certaine manière, c'est toujours difficile, parce que cette destinée elle-même est douloureuse et difficilement compréhensible. C'est quelqu'un qui n'a jamais été au fond, là où on l'attendait. Il n'est pas un écrivain voyageur. Il a cessé de faire de la poésie quand il a perdu le bras de la poésie, après sa main coupée. Et au fond, il n'a pas été un écrivain ceci, un écrivain cela. Et au fond, l'écriture était chez lui, je crois, instrumentale, d'une certaine forme de salut auquel lui-même ne donnait pas de nom. Et je crois que c'est ce qu'il exprime à sa manière, avec cet accent suisse qui moi, me touche énormément. Et avec cette drôlerie aussi. Avec cette drôlerie. Il disait, cela dit, vous savez, quand on lisait le questionnaire de Proust, on lui demandait, mais pour quelle faute avez-vous le plus d'indulgence? Il répondait, pour le mensonge. Avec ce livre, François Sureau, encore une fois, vous avez écrit sur un écrivain sans écrire une biographie. Vous l'aviez fait déjà avec Apollinaire il n'y a pas très longtemps. Pourquoi continuez-vous à fuir la biographie pure et dure? Parce que, d'abord, je suis assez d'accord avec la phrase de Sioran, je crois, selon laquelle avoir un biographe vous dégoûterait d'avoir une vie. Il y a dans la biographie une forme d'indiscrétion. Et puis je suis du côté du contre Sainte-Beuve de Proust, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est d'une certaine manière le dialogue avec ceux des écrivains avec lesquels je me sens le plus en accord, pour essayer de rentrer à l'intérieur, non pas de leur vie pratique, mais de ce qu'ils ont voulu faire de leur vie, qui est quelque chose de tout à fait différent. Et essayer de tirer de ça un enseignement pour moi-même et aussi pour les gens qui me liront. Et c'est vraiment ça que j'essaye de faire. Quand Sandrars a fait l'expérience de la guerre, une expérience tragique, je trouve que le livre de Sandrars, qui s'appelle « J'ai saigné », est le plus beau texte sur la guerre écrit au XXe siècle, celui où il raconte sa blessure et son amputation. Henry Miller, qui n'était pas rien tout de même, qui l'avait lu, avait dit... je n'ai jamais rien lu qui me montre autant à quel point l'écriture est à la fois vitale et dangereuse. C'est ce sentiment-là que je cherche
dans le dialogue avec les écrivains que j'aime. Savoir si la marquise est rentrée chez eux ou sortie de chez eux à 5 heures m'indiffère totalement, et je crois que c'est sans rapport avec ce qu'on peut profondément chercher dans la littérature. Vous tissez ces liens entre les livres, entre les écrivains. Vous restez aussi un lecteur passionné. Vous avez vu hier, Brigitte Giraud a reçu le prix Goncourt pour son livre Vivre vite chez Flammarion. Est-ce que vous l'avez lu déjà? Non, pas du tout, non. Je le ferai. Il y a un caractère très autobiographique aussi. Je le ferai après quelques années, parce que j'ai beaucoup de retard à la fois sur les prix littéraires et sur les auteurs contemporains. Vous lisez surtout les contemporains, ou vous continuez encore à retourner vers vos chers amis du passé? Comment est-ce que vous alternez comme lecteur d'ailleurs? Au hasard, au hasard. Mais par exemple... C'est des phases, comment ça se passe? Mais il y a pour moi des filiations, si vous voulez. Il y a des auteurs que j'aime énormément et qui sont... je vais vous dire quelque chose, j'espère qu'ils ne nous écoutent pas parce qu'ils vont tomber de leur chaise, mais il y a des auteurs qui sont pour moi comme des auteurs morts, avec lesquels j'ai autant de plaisir à discuter qu'avec des auteurs morts. Enfin, à discuter, je ne les connais pas, mais à discuter mentalement. Par exemple, Jean Rollin, que je tiens pour un très très grand écrivain, ou Hatzfeld. Qui est bien vivant, il était là il y a quelques jours. Voilà, ou Hatzfeld, que j'aime énormément depuis la Yougoslavie, si je puis dire, et qui sont des auteurs avec qui j'aime mentalement discuter, comme je le ferais avec Apollinaire ou Sandrard. Brigitte Giraud, je le disais, donc lauréate du prix Goncourt, qui sera d'ailleurs tout à l'heure dans le Book Club avec Sébastien Sem. On pourra l'entendre avant 13h. Vous êtes, François Sureau, un jeune académicien, puisque vous avez été reçu à l'Académie française il y a quelques mois. Comment est-ce que ça se passe alors quand on est un écrivain épris de liberté comme vous l'êtes et qu'on découvre de l'intérieur cet univers? Il n'y a pas grand-chose. D'abord, il faut s'efforcer de démentir la formule de Bernanos. Il y a une formule de Bernanos que j'aime bien qui disait « on peut pas dire la vérité en costume de carnaval ». Bon. Alors moi, j'aime bien les costumes. Enfin, ce costume-là, qui est celui, au fond, de Morcerf dans le Comte de Monte Cristo. Enfin, je trouve ça pas mal. Je trouve ça très exotique. C'est la seule institution un peu anglaise que nous ayons, vous voyez, venue de nulle part, ne servant à rien, où les gens sont dans des costumes bizarres. Enfin, voilà. Si on aime les funérailles de la reine, on aime l'Académie française, quoi. Tout ça, c'est un peu la même chose. Donc, il y a cet élément-là. Et puis, il y a un élément... Et puis aussi, c'est vrai que pour quelqu'un qui a l'esprit un peu généalogique comme moi, ça me touche, quoi. Alors vous rentrez là, vous prenez part pour Chateaubriand, mais vous savez qu'il s'est assis dans cette salle tout de même. Ça fait quelque chose. Mon fauteuil est celui de La Fontaine. Enfin, c'est fantastique pour quelqu'un qui aime la liberté, vous voyez, qui de là nous du maître est fait pour se lasser. Je veux dire, à chaque fois que j'arrive en séance, j'y pense. Donc il y a un côté, vraiment, vraiment plaisant. Je crois que ce n'est pas d'ailleurs. Ça n'empêche pas la liberté le moins du monde. Au fond, curieusement, pour moi, ce type d'institution est plutôt assez poétique. Non, je pense que j'aurais jamais pu occuper une fonction publique sérieuse avec un vrai rôle, avec de vrais pouvoirs. Ça m'aurait vraiment ennuyé, mais l'Académie, non, c'est bien. Comment voyez-vous aujourd'hui les candidats qui rêvent d'y entrer à leur tour, qui font la fameuse campagne que chaque candidat doit mener s'il veut se donner une chance un jour d'entrer à l'Académie? Si vous voulez, je les vois avec sympathie, naturellement. Ils viennent vous voir? Alors, je me suis fixé... Moi, j'ai eu une chance folle parce que j'ai été élu en période de Covid. Bon, peut-être ça qui a favorisé mon élection, mais en tout cas, comme c'était le confinement, je ne pouvais pas faire de visite. Donc, j'ai été dispensé de visite par la pandémie. Donc, j'ai passé 3 coups de fil, on m'a téléphoné 3 fois, et pour le reste, ça s'est fait comme ça. Et j'ai pas eu à exécuter quand même cet exercice un peu étrange où on doit à la fois dire un peu de bien de soi et beaucoup de bien de l'autre. Je sais pas mes amis qui me disaient, au fond, les élections à l'Académie, c'est comme les élections sénatoriales, c'est la seule élection dans laquelle les électeurs mentent plus que les candidats. Je trouve ça assez juste, au fond. Le fait d'éviter ce genre de choses me paraît assez sympathique et pour ma part, ça n'a aucune importance, hein, mais je préfère ne recevoir personne et leur dire avant, quoi. Je trouve ça un peu... chacun a son idée là-dessus, mais moi je trouve ça un peu humiliant pour tout le monde. Quel plaisir aujourd'hui vous trouvez dans les nouvelles relations que vous pouvez nouer dans ce cadre-là à l'Académie? Est-ce qu'elles sont d'ordre amical ou littéraire, puisque vous parlez de ces liens, de ces correspondances, des vivants et des morts, alors a fortiori avec des immortels? Comment ça se passe? C'est de quel ordre ça? Bon, d'abord, c'est comme dans toute collectivité, fermée. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que je m'y suis fait un ou deux amis que je n'avais pas avant. Alors, c'est peut-être aussi
qu'on commence tous à vieillir, que les gens qui sont là estiment qu'ils n'ont plus grand-chose à prouver, qu'ils ne se marchent pas trop sur les pieds des uns des autres. Et ça favorise plutôt des rencontres d'une certaine manière un peu enfantines. Je veux dire, une chose assez surprenante, mais enfin, pour moi, l'Académie française appartient au domaine de l'enfance dans ce qu'il a de bénéfique. On va reparler de l'enfance tout à l'heure, puisque vous restez avec nous, François Sureau, pour continuer à évoquer Sandrard, la forêt, les voyages, la littérature, le temps. On vous retrouve maintenant dans quelques minutes. Ce sera à 8h20, après le billet politique. Il est précisément 8h sur France Culture. Un écrivain dans le regard, sous l'œil d'un autre écrivain qu'il aime et qui lui redonne vie. Nous sommes toujours avec François Sureau de l'Académie française pour ce nouveau livre, Un an dans la forêt chez Gallimard, à la rencontre notamment de Blaise Sandrard, l'auteur des Pâques à New York, de Rome, de Bourlinguer. François Sureau, vous nous disiez tout à l'heure dans la première partie de cet entretien que Sandrard avait une place à part et sans doute de manière injuste, qu'il était trop peu connu aujourd'hui. Comment l'expliquez-vous? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas aujourd'hui la place d'autres écrivains qu'ont d'autres écrivains de sa génération? Je pense notamment à Apollinaire, par exemple. Alors, d'abord, oui, ça tient à ce qu'on se disait dans la première partie de l'émission. Sandrard est un solitaire. Il est resté un solitaire. Apollinaire, au fond, malgré toutes les traverses de sa vie, malgré les persécutions dont il a fait l'objet, c'est quelqu'un qui fonctionnait en groupe. Apollinaire, il était appuyé à gauche par Matisse, à droite par Picasso, par André Salmon, par toutes sortes de gens, par Max Jacob. Ils vivaient ensemble, ils fondaient des revues, ils se déplaçait en troupe, et quand il a été vieux, il a été adoubé, si je puis dire, par les premiers surréalistes, par Aragon, par Breton, qui venaient le voir. Enfin bon, donc Apollinaire n'est pas un solitaire. Sandrard est complètement... Il partage avec Apollinaire l'origine étrangère. Il est suisse alors que l'autre était monégasco-polonais, surtout polonais. Il partage l'origine étrangère, mais il y a des points communs, il y a des choses, c'est flagrant encore dans votre livre. Non, mais il y a énormément de points communs. Non, mais la différence entre les deux, par exemple, c'est que Sandrard est seul alors qu'Apollinaire ne l'a pas été. Après, les points communs sont absolument évidents, et c'est l'une des raisons qui me font aimer les deux, en dehors de leur traversée météoritique du monde littéraire. Ce qui me fait aimer les deux, c'est précisément ce côté insaisissable et polyédrique. C'est-à-dire que Sandrard est à la fois incroyablement moderne et futuriste, se sépare des surréalistes, commence à écrire dans les journaux et à faire du grand reportage, alors que c'était plutôt vu par ses puritains comme quelque chose d'assez négatif. De même que Apollinaire continue d'être féministe, défenseur des droits des homosexuels, favorable à la révision du procès de Dreyfus et patriotique, cocardier, s'engageant, commandant une compagnie d'infanterie et adorant Georges Clemenceau. Bon, il y a chez les deux, si vous voulez, un côté, je m'en voudrais d'être francophobe, c'est assez mal porté en ce moment, mais il y a chez les deux quelque chose qui résiste à la manière que nous autres Français avons de penser le monde de manière binaire. La droite, la gauche, le haut, le bas. Breton le dit d'ailleurs dans le discours sur le peu de réalité. Il dit il y a tout ce qu'on cherche, c'est un endroit où le haut et le bas cesseraient d'être perçus contradictoirement. Apollinaire comme Sandrard sont des gens qui essayent de faire ça, ce qui quelquefois les rend incompréhensibles. Puis il y a aussi autre chose. Donc il y a cette solitude, il y a cette solitude de Sandrard, il y a le fait qu'il a une conception de la vie et de la littérature qu'il est seul d'une certaine manière à avoir. Il y a le fait qu'il soit injustement pas oublié. Il n'est pas oublié comme poète, mais Pâques à New York est un poème aussi important que Zone. C'est vraiment le poème fondateur de la poésie contemporaine. Il y a des échos d'ailleurs, quand on lit ou relit l'un et l'autre. Mais d'ailleurs, le Pâques à New York est antérieur, si ma mémoire est bonne. Et après, d'ailleurs, cette espèce de jeu entre eux est allé assez loin, puisque vous savez que Sandrard, qui était quand même un grand adepte du mentir vrai, selon Aragon, a prétendu qu'il avait assisté aux derniers instants d'Apollinaire, ce qui est tout à fait faux. Il a raconté un épisode qui, en réalité, est arrivé à Marinetti, puis à Picasso, montant dans le petit gourbi là, du sommet du boulevard Saint-Germain. Il y a aussi quelque chose qui, je pense, fait qu'on connaît moins Sandrard, c'est qu'on ne le range pas facilement. Voici au fond, un auteur d'un extrême courage physique qui n'a jamais célébré la guerre et qui, à part La main coupée, etc., a très peu écrit sur elle.
Parlons de la guerre, justement. Parlons alors. de la guerre. C'est vraiment un moment fondateur. Vous commenciez à nous le dire tout à l'heure pour Sandrard. La Première Guerre mondiale, évidemment, l'amputation, cette main qu'il a laissée en 1915. La description de la guerre chez Sandrard n'est pas héroïque, même si les soldats se comportent en héros. Dans L'Homme foudroyé, par exemple, il écrit « Un soldat qui n'a jamais eu peur au front n'est pas un homme ». Est-ce qu'il a eu peur ? C'est évident qu'il a eu peur. Je pense que j'imagine du moins que tout le monde a peur en situation de guerre. Sandrard, d'abord, ce qui est assez extraordinaire, c'est que je pense qu'il avait d'autant plus de raisons d'avoir peur que ses raisons de s'engager restent au fond assez floues. Pourquoi ? Sandrard est suisse. Il s'engage parce qu'il pense que globalement, le camp de la France est celui de la liberté. Dans la Première Guerre mondiale, c'est celui de la liberté et du droit. Il lance un appel à d'autres écrivains comme lui et artistes à s'engager du côté de la France. Et c'est l'époque où beaucoup d'étrangers s'engagent dans les rangs de la Légion étrangère. Le poète américain Allen Seager, même Julien Green, à un moment qui ne pouvait pas faire autrement, parce qu'il était américain, donc il s'engage comme ambulancier en passant par la Légion. Et donc, il y a... Bon. Mais néanmoins, l'idée politique n'est pas centrale chez lui. Il est germanophone, il connaît parfaitement la littérature allemande. Les dernières lettres avant l'engagement écrites à un de ses amis sont écrites en allemand. Il ne déteste pas l'Allemagne ni les Allemands. Et il écrit d'ailleurs que cette guerre est pour lui l'occasion de découvrir la liberté individuelle. Et c'est là où on touche quelque chose d'assez profond chez Sandrard. Dans la guerre, et c'est ça qui l'empêche d'être un écrivain de la guerre, dans la guerre, il a voulu faire l'expérience du mal. L'expérience du mal. Il y a un passage absolument célèbre où il dit « Moi, le poète, j'ai tué le Boche, j'étais plus rapide que lui, j'étais plus fort que lui, je l'ai tué. » Il a voulu faire l'expérience du mal. Et l'expérience ensuite qu'il raconte dans Moravagine, c'est-à-dire l'expérience du fou qu'il avait rencontré à l'asile de la Waldau et qui était comme son double maléfique. C'est cette expérience-là qu'il a voulu faire dans la guerre. Alors ça interdit tout à fait d'avoir de la guerre une vision irénique. Et puis, ça s'est retourné contre lui par la perte de ce bras, qui a été le bras de la poésie. C'est-à-dire, une fois que le bras est coupé, il n'écrit plus de poésie après l'amputation. Et c'est la réalité parfois des derniers instants sur le champ de bataille. Je vous propose d'écouter un texte, lui ici par Jean Juillard, un extrait de La Main coupée, qui a été publié beaucoup plus tard, en 1946. La mort, pour lui, vous allez l'entendre, c'est un cri ou un gémissement. Le cri le plus affreux que l'on puisse entendre, et qui n'a pas besoin de s'armer d'une machine pour vous percer le cœur, c'est l'appel tout nu d'un petit enfant au berceau. Maman, maman, que poussent les hommes blessés à mort qui tombent, et que l'on abandonne entre les lignes après une attaque qui a échoué. Maman, maman, crie-t-il. Et cela va s'atténuant, car chaque nuit, ils sont moins nombreux. Et cela va s'affaiblissant, car chaque nuit, leur force diminue. Les blessés se vident. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul, qui gémit sur le champ de bataille, à bout de souffle. Maman, maman. Car le blessé à mort ne veut pas encore mourir. Et surtout pas là, ni comme ça, abandonné de tous. Et ce petit cri instinctif qui sort du plus profond de la chair angoissée et que l'on guette pour voir s'il va encore une dernière fois se renouveler est si épouvantable à entendre que l'on tire des feux de salve sur cette voix pour la faire taire, pour la faire taire, pour toujours, par pitié, par rage, par désespoir, par impuissance, par dégoût, par amour. Oh, ma maman. La mort, la naissance. À quoi bon? À la fin, il ne reste qu'un maman. Alors, c'est d'autant plus frappant que ça, c'est toute la douleur de l'œuvre de Sandrard, c'est ce qui le pousse à écrire, c'est que la naissance aussi est terrible. Et il a à plusieurs reprises décrit de manière extrêmement violente l'acte violent qui l'avait mis au monde, qui est le même acte violent par lequel le soldat sort du monde. C'est un texte absolument splendide, même si j'aime pas la manière dont il est dit, j'aurais préféré qu'il soit dit de manière plus sourde, plus naturelle, plus sobre. Et ça rappelle tout à fait cet autre texte qui est pour moi le pendant de ça, qui m'a toujours bouleversé, qui est la fin du Sceau de 14 de Maurice Genevoix,
quand Genevois décrit, pareil, un convoi de blessés qu'on met dans des charrettes comme ça, et il dit et on est sans arrêt dérangé parce qu'il y a les chaos de la route, et il y a quelqu'un qui geint, il y a quelqu'un qui se plaint, et cette plainte est insupportable, et cette plainte devient de plus en plus insupportable, et on se demande, mais qui se plaint de cette manière? Et alors on réalise, c'est moi. Voilà, c'est l'une des choses les plus terribles, les plus tragiques avec ce passage de la main coupée qui a été écrit sur la condition des soldats. Il y a, c'est quelque chose, c'est vraiment une ligne de partage entre, d'une certaine manière, ceux qui l'ont vraiment faite n'en ont jamais parlé sur le mode du armons-nous et partez. Vous voyez, sur le mode politique, mais simplement sur le mode existentiel, Genevois, Sandra, Kessel même, quelques autres. Est-ce que cette réalité de la guerre, de la mort éventuellement au bout de la guerre, nous parle aujourd'hui, à nous, hommes et femmes de 2022, François Sureau? Elle nous parle de plus en plus, mais en même temps, elle nous parle de manière un peu spéciale. Elle nous parle de plus en plus à cause on a connu la Yougoslavie, on a connu l'Afghanistan, l'Afrique, tout un peu loin quand même, un peu des affaires de professionnels, et puis maintenant il y a l'Ukraine. Donc ça nous parle, mais ça nous parle de manière médiatisée, puisque nous ne faisons pas la guerre en Ukraine, et malgré tout, il y a assez peu de chances que cette guerre en Ukraine déborde de ce côté-ci des frontières. Donc je trouve que c'est le moment de relire Sandra, Genevois et les autres, pour voir ce qu'est réellement la guerre, en dehors des images que l'on peut en voir comme ça brièvement, superficiellement, en dehors des appels hystériques à s'engager dans l'un ou l'autre camp. Je précise que je préfère le camp de la démocratie politique et pas le camp de l'impérialisme néo-soviétique. Mais enfin, en dehors de ces appels hystériques et en dehors du délire des généraux en deuxième section qu'on voit un peu partout sur les télévisions et qui nous expliquent le maniement de ceci ou la manière de faire mouvement à la 3e brigade d'avant en arrière, la lecture des grands auteurs de la guerre, Sandrard, Genevois, Junger même, est une lecture qui nous rend beaucoup plus sensibles à la nature humaine. Et c'est vous qui dites cela, vous, pour qui l'armée a joué un rôle si important. Oui, et vous en parlez aussi dans votre livre. Oui, mais au cul du camion, si je puis dire. C'est-à-dire avec les autres soldats et pas au sommet, là où les décisions se prennent. Mais c'est ça qui continue à vous toucher. C'est une décision, c'est une situation à laquelle, oui, vraiment, je crois beaucoup. J'invite d'ailleurs ceux des auditeurs qui s'intéressent à ça à lire le livre extraordinaire que Bernard Maris, qui est mort à Charlie Hebdo, qui a été assassiné par les islamistes, a écrit, et qui est une comparaison entre la manière de percevoir la guerre chez Junger et chez Maurice Genevois. C'est un très très beau texte. Un autre fil traverse la vie de Sandrard, c'est le voyage, évidemment, on commençait à en parler tout à l'heure. Voici sans doute un des poèmes les plus connus de l'écrivain, « Tu es plus belle que la terre et le ciel ». Écoutons-le, lu par Bernard Lavilliers. Quand tu aimes, il faut partir. Quitte ta femme, quitte ton enfant, quitte ton ami, quitte ton ami, quitte ton amante, quitte ton amant. Quand tu aimes, il faut partir. Le monde est plein de nègres et de négresses, des femmes, des hommes, des femmes. Regarde les beaux magasins, ce fiacre, cet homme, cette femme, ce fiacre, et toutes les belles marchandises. Il y a l'air, il y a le vent, les montagnes, l'eau, le ciel, la terre, les enfants, les animaux, les plantes, et le charbon de terre. Apprends à vendre, à acheter, à revendre. Donne, prends. Quand tu aimes, il faut savoir chanter, courir, manger, boire, siffler et apprendre à travailler. Quand tu aimes, il faut partir. Ne larmoie pas en souriant, ne te niche pas entre deux seins. Respire, marche, pars, va-t'en. Je prends mon bain et je regarde. Je vois la bouche que je connais, la main, la jambe, l'œil. Je prends mon bain et je regarde. Le monde entier est toujours là, la vie pleine de choses surprenantes. Je sors de la pharmacie. Je descends juste de la bascule. Je pèse mes 80 kilos. Je t'aime. Quand tu aimes, il faut partir. Vous le connaissez. Oui, vous le connaissez, ce poème. Les auditeurs, les auditrices ne peuvent pas vous voir, mais de toute évidence, vous le connaissez. Vous l'aimez, ce « Quand tu aimes, il faut partir ». Vous le reprenez d'ailleurs plusieurs fois. Quel est ce frisson là? Je pèse mes 80 kilos. Je t'aime. Non, c'est... Ce frisson-là. Le frisson est aussi le frisson de
de l'amitié, de la fraternité, du réconfort, ce qu'on trouve dans la poésie, c'est évidemment ça, mais c'est que cette poésie a été écrite par quelqu'un qu'on peut aimer, par quelqu'un qu'on peut connaître. Il y a des gens qui, quand ils commencent à faire de la littérature, veulent écrire des œuvres immortelles. Moi, ça n'a jamais été mon cas. Je rêvais sur les images. Alors, je rêvais sur l'image du pauvre Joyce à Zurich en train de faire des additions d'apothicaire parce qu'il n'avait pas un rond. Je rêvais sur les images de Rimbaud. Et puis, je rêvais sur les images de Sandrard. Et notamment sur ces images extraordinaires du départ pour le Brésil après la Première Guerre mondiale, où il est, vous savez, un peu hirsute comme ça, avec ses cheveux blonds et cet air si jeune et cette manche vide, qui est la manche de la poésie qui n'existe plus. Et alors sur votre site, là, pour annoncer l'émission, vous avez mis une photo qui me bouleverse absolument. Parce que entre le Sandrard là dont je parle et puis le Sandrard de la toute fin, il y a un Sandrard un peu plus épais qu'on voit dans les cafés par le Modigliani avec son qui joue son rôle aussi là, parfois. Qui joue son rôle de gros tronc tassé, comme disait je ne sais plus qui. Et puis à la toute fin, il a la tête du jeune soldat mutilé de 15. Et la photo que vous avez mise, où on le voit avec un chat à sa gauche, il y a une table, et il est là avec, avec un châle sur les épaules. Il a cette tête jeune de l'homme qui est encore capable d'écrire, après de 80 ans, « Quand tu aimes, il faut partir ». Et la simple contemplation de ces images nous bouleverse. Qu'est-ce qui était le plus important pour lui dans le voyage ? Vivre le voyage ou l'imaginer, le rêver, l'écrire? On est souvent à la frontière chez Sandrard. Il y a les deux. D'abord, je trouve que le voyage n'est pas heureux chez lui. Le voyage n'est pas toujours heureux. C'est pas un voyage simple. C'est pas. D'abord, le voyage a été chez lui l'occasion de drames et notamment l'occasion de la faute. C'est qu'il y a un personnage qui hante absolument l'œuvre de Sandrard. C'est cette mystérieuse fiancée morte avant la Révolution russe et on ne sait pas exactement dans quelles conditions. Et l'œuvre de Sandrard est absolument hantée par la faute. C'est une faute, une sorte de faute ontologique. Est-ce que c'est la faute d'être né, la faute d'avoir trahi, la faute de n'avoir pas aimé assez, d'avoir mal aimé? Est-ce que c'est cette faute qui, d'une certaine manière, lui rend l'immobilité impossible, lui rend l'amour impossible, et finalement le jette sur les routes? Donc c'est un voyage... Alors ensuite, c'est un voyage où il explore des choses étranges, au Brésil, à droite, à gauche. Enfin, c'est pas un voyage paisible, c'est pas le voyage d'Henri de Régnier allant planter son chevalet à Venise. Enfin, il y a un côté... donc c'est le voyage pour échapper à quelque chose, le voyage pour se confronter avec son double maléfique, le voyage pour faire une expérience. Alors ça aussi, c'est une chose qui est très plaisante et qu'on voit dans Quand tu aimes, il faut partir, c'est qu'il partage avec Apollinaire cette idée d'un monde qu'on aime totalement, y compris dans l'aspect mécanique, dans l'aspect industriel, dans l'aspect futuriste, dans l'aspect politique, dans l'aspect mouvement des races, dans l'aspect brassage. Vous voyez, il y a quelque chose il y a une énergie positive qui est très très frappante. Le monde est vivant à chaque instant. Le monde est vivant à chaque instant, et dans toutes ces circonstances, c'est un type qui serait capable d'écrire un poème où figurerait à la fois Bernard Arnault et la députée au Bono, si vous voulez, Sandrard. C'est ça, profondément, sa manière de voir le monde, et ça, je trouve ça plutôt extrêmement revigorant. Et quand vous cherchez à définir, François Sureau, ce qui vous touche comme un fil rouge chez les différents écrivains vers lesquels vous retournez, vous parlez d'un élan mystérieux. Quel est cet élan mystérieux, finalement, avec le recul des années, de la lecture, etc. Et me voilà, avec le recul des années... J'ai pas rappelé que vous étiez immortel, notez. Voilà renvoyé vers la fin. J'ai pas rappelé que vous étiez immortel. J'allume ma pipe et je vais vous répondre. En fait, à la fin des fins, comment dire... Ce qui me touche par-dessus tout, c'est la fréquentation des écrivains, mais comme d'ailleurs des gens qui ne sont pas des écrivains, parce que ça n'est pas propre aux écrivains, de ceux qui pensent que ce que nous voyons n'est qu'une partie du monde réel. C'est-à-dire qu'il existe un autre monde, que la vraie vie est absente, et que ce que nous voyons de bien, ce que nous voyons de mal, n'est que, d'une certaine manière, l'ombre de quelque chose qui existe ailleurs, que nous ne pouvons pas définir, mais dont j'ai toujours ressenti la présence agissante presque à chaque instant. Et c'est ça qui me touche le plus. Et ceci est d'une certaine manière visible chez Chateaubriand comme chez Breton, chez Barbet comme chez Sandrard, et chez Apollinaire comme chez Jean Rollin, par exemple. Et cet élan-là, François Sureau, a tout à voir avec l'enfance.
Et il a tout à celle voir. de ces hommes, de ces femmes, et la vôtre aussi. Mais une enfance, C'est un sentiment de l'enfance. c'est un sentiment de l'enfance. Ce sentiment d'abord que le monde des adultes est un monde d'imposture qui ne tient pas ses promesses, que ça n'est pas le vrai monde. Mais c'est un monde de l'enfance très particulier parce que c'est un monde de l'enfance vécu à l'âge adulte. Le monde de l'enfance vécu à l'âge adulte, il est pur des illusions de l'enfance, mais il en conserve comme une étincelle mystérieuse qui existe dans les yeux de certaines personnes et qui n'existe pas dans les yeux d'autres personnes. Et ceci me rend les premières plus proches que les secondes. Est-ce que vous savez les voir ? Oh, j'y arrive, mais je me trompe souvent, heureusement. Je vous pose aussi la question parce que vous êtes un homme avec une vie publique, une vie d'avocat aussi. Je l'ai rappelé, vos engagements pour la liberté, avec des amis de gauche, du centre, de droite et d'ailleurs. On a parlé parfois de vos amitiés avec François Fillon, avec le chef de l'État également. Quelle part chez ces hommes ou ces femmes publiques, quelle part d'enfance, d'élan vous trouvez encore aujourd'hui, François Sureau ? J'en connais pas beaucoup, hein, mais j'y suis sensible chez eux comme j'y suis sensible chez eux comme chez d'autres. Je dois dire curieusement, j'y suis plus sensible chez le peu d'hommes politiques que je connais, parce que les obstacles sont plus grands. Si vous voulez, il faut quand même être assez spécial pour s'imaginer avoir le droit de gouverner les autres. Donc déjà, si vous voulez, l'homme public ne part pas à mes yeux avec un préjugé extrêmement favorable. Mais quand on dépasse ce préjugé et qu'on voit en effet cette part... mais cette part qui, je veux dire, il n'y a pas de doute, elle existait chez Disraeli, elle existait chez Churchill. Moi, j'ai toujours été une espèce de gaulliste idéaliste, quoi, vous voyez. Elle existait certainement chez le général de Gaulle. Vous vous souvenez de cette phrase que j'adore, qui est l'un des discours de la guerre, où il dit « J'invite les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il existe des Français qui peut-être ne veulent pas rester libres. Et il y a dans cette phrase toute la tristesse de l'enfance, toute la protestation de l'enfance. Qui veut jouer avec moi ? Qui veut jouer avec moi ? Qui veut rejoindre Kessel, Cordier, Jean Moulin ? Qui veut jouer avec moi ? Et je trouve qu'il y a quelque chose à la fois désespéré et d'enfantin dans l'éloquence du général pendant la guerre qui me le rend extraordinairement proche, bien que ce soit un homme politique. Celles et ceux qui vous ont écouté depuis tout à l'heure, François Sureau, qui ont peut-être ouvert un jour un livre de Blaise Cendrars ou pas, ou qui se disent ce n'est qu'un nom lointain dans un manuel et qui voudraient découvrir ou redécouvrir Cendrars. Que leur dites-vous ? Que leur conseillez-vous ? Oh, il faut le lotissement du ciel, Pâques à New York. La prose du Transsibérien ? Alors, non. Pâques à New York ou la prose du Transsibérien. On va pas, les textes de cette époque. Voilà, les textes de cette époque. Et puis le court texte qu'il a écrit sur François Villon, où il donne une part de lui-même. Parce que vous savez que c'est ça qu'il voulait être aussi. Il voulait être Villon. Il avait un côté poète médiéval comme ça. Il était fasciné par Benoît Labre, le saint bizarre que personne n'aimait, le saint de l'époque des Lumières qui vivait comme un mendiant. C'était tout à fait lui. François Sureau, un grand merci. Je rappelle le titre de ce livre, Un an dans la forêt, aux éditions Gallimard. Cet entretien à retrouver, bien sûr, sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. Très bonne journée.